différentes commissions de l'espace éthique et tout d'abord Bernard Laborel, qui est responsable de la commission éthique et gérontologie. C'est une commission qui est en renaissance, hein, qui existe depuis longtemps, qui avait pris voilà, qui s'était un petit peu effacée suite à la crise Covid et qui repart de plus belle. Et donc, Bernard Laborel va nous parler de la thématique que s'est donnée cette commission pour reprendre son travail, langage commun et hospitalité. Tel un phénix, effectivement, la commission a, Voilà, plus près. a ressuscité, pourrait-on dire. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues et amis de l'espace éthique, dans la salle et ailleurs, le sujet qui est proposé pour notre réflexion de ce jour, à savoir santé et hospitalité, peut évidemment être approché selon de multiples angles de vue. Notre commission éthique et gérontologie a choisi de l'envisager sous l'angle du pouvoir du langage. Ça a été évoqué dans l'intervention précédente. Le pouvoir des mots, donc, le pouvoir des discours, et au-delà des différents modes de communication et de leur impact sur les relations entre tous ceux qui sont concernés par l'acte de soin, soin devant être compris dans la suite du propos au sens large de prendre soin. Dans ce qui suit, il ne s'agira aucunement d'incriminer qui que ce soit individuellement, mais de préciser un constat collectif et d'en mesurer les éventuelles conséquences. Dans les cas sur lesquels nous réfléchissons collectivement dans notre commission éthique et gérontologie, apparaît inévitablement, à quelque moment que ce soit, la question de la communication entre deux ou plusieurs personnes. La qualité de cette communication, soutenue par le langage parlé ou d'autres formes d'expression, sourire, écoute, mimique, posture, est donc une préoccupation de tout soignant, au sens large, pour établir puis maintenir la confiance, recueillir la parole de chacun, professionnel ou personne accompagnée, réfléchir puis agir d'une manière concertée avec le moins d'ambiguïté possible. En d'autres termes, le langage est pour nous une arme pour le soin. Il peut en améliorer la qualité, mais il peut aussi bâtir des obstacles au bien agir. Pour réaliser comment celui-ci doit être adapté à nos missions, il faut d'abord partager un constat sur les effets qu'il génère. Compte tenu du format proposé pour les interventions de ce jour, nous n'évoquerons ici que quelques aspects de ce que nous appelons les tics langagiers, qui rendent parfois opaques les échanges entre soignants, mais surtout entre soignants et personnes accompagnées. D'abord, chacun a son style d'expression, selon son statut, mais aussi selon les circonstances. Des échanges familiers entre collègues, des échanges plus soutenus avec des confrères et consoeurs. Nous changeons de registre de langage selon notre interlocuteur. Et si nous ne comprenons pas, nous reformulons et peu ou prou, nous arrivons à nous comprendre. Mais que se passe-t-il quand nous nous adressons à des personnes qui peuvent s'exprimer autrement, peut-être d'une manière plus simple, surtout si elles ignorent tout, ou du moins l'essentiel, des sujets que nous abordons? C'est certainement à nous, pensons-nous, de nous placer dans le même registre de langage que notre interlocuteur, mais certains tics peuvent nous rattraper. En voici quelques exemples recueillis par nos membres. Par exemple, on sera tenté d'utiliser trop largement des sigles qui nous sont familiers, avec lesquels nous sommes à l'aise, mais qui paraissent froids et même incompréhensibles à des profanes. EHPAD, APA, AAH, MDPH, CVS, ARS, CD, CHU, DIPEC, TFC, etc. Liste d'ailleurs quasiment sans limite, nous le savons. Ces sigles nous sont nécessaires car ils font partie de notre lexique professionnel. Mais pour un tiers étranger à ce lexique, qui ne donne donc pas le même sens aux mots que nous utilisons, tout cela peut paraître comme du jargon. Et on est toujours mal à l'aise, voire effrayé, même nous-mêmes, par ce que nous ne comprenons pas.
Prenons l'acronyme EHPAD, que tout le monde doit connaître, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'acronyme utilisé ex abrupto dans une conversation ne dit rien de l'activité de l'établissement, sur sa finalité, sur ce à quoi il répond comme besoin. Dès lors, il est légitime de dire, convient-il, quand il s'agit d'établir un dialogue avec une personne dont la vie va être bousculée par un déracinement souvent non souhaité? Ainsi la phrase, es-tu d'accord d'aller en EHPAD? Quand on ne dit pas, il faut que tu ailles en EHPAD, mais reprenons la phrase la plus soft. Es-tu d'accord d'aller en EHPAD? Cette phrase a-t-elle un sens pour celui ou celle à qui c'est destiné? Que dit-elle de l'accueil? Que dit-elle de l'hospitalité, du prendre soin et de diverses autres facettes de l'activité de ce lieu de vie qui pourtant définissent, in fine, cet EHPAD? Un autre exemple de difficulté. Dans notre vocabulaire, nous trouvons aussi des notions plus abstraites. Par exemple, nous parlons de dépendance, d'autonomie, de droit, de liberté. Nous-mêmes, quand nous en parlons entre professionnels, nous les teintons de nos propres valeurs, celles qui nous habitent comme citoyens. Et donc, clarifier ces valeurs et principes et les rendre partageables dans notre quotidien professionnel, c'est déjà un travail régulier dans nos professions. Mais nous avons des références, les textes éthiques, les recueils de bonnes pratiques professionnelles, bien d'autres documents encore. Mais nos interlocuteurs, ceux que nous accompagnons, n'ont peut-être pas les mêmes références que nous qui travaillons ces sujets en permanence. Et que dire alors des notions cardinales pourtant, de respect, de dignité, d'accompagnement, de justice, de handicap, de maladie même? Toutes notions et concepts que nous convoquons quand nous pratiquons le questionnement éthique au cœur de nos pratiques professionnelles. Si nous avions organisé un questionnaire auprès des professionnels, puis auprès des patients ou de résidents, pour recueillir, avant la réunion d'aujourd'hui, leur définition de l'hospitalité, qu'aurions-nous découvert? Certainement une pluralité de regards et donc de définitions. Alors, a fortiori, quand nous nous adressons à des personnes qui vivent une situation de souffrance physique, psychologique, affective, le dialogue indispensable à établir, car constitutif de la relation de soins, ça vient d'être rappelé, peut devenir significativement altéré. Ici, une écoute attentive et un véritable décodage des dits et des non-dits, ainsi que l'utilisation de mots simples allant dans l'essentiel, sont de rigueur. L'écoute, qui fait partie de la communication, est une dimension essentielle du prendre soin. Il y a également dans l'emploi de mots pourtant simples la question des représentations personnelles de chacun sur ces mots. Ainsi, le mot vieux, on en parlait en aparté tout à l'heure, conserve pour certaines personnes une idée de respect, alors que pour d'autres, il renvoie inexorablement à la décrépitude. Cela tient à notre propre vécu, à notre propre expérience liée à ce mot, à comment il résonne en nous. Au XIXe siècle, pour Victor Hugo, le vieillard est grand. À notre époque, le mot est sensiblement disqualifié. Car, et c'est important, les mots que nous employons ont une histoire. Les langues évoluent et les mots qui les constituent se renouvellent. Dès lors, certaines formulations d'antan sont difficilement recevables aujourd'hui. Par exemple, l'appellation, entre guillemets, maison de retraite. Que vaut-elle encore dans le monde d'aujourd'hui où la retraite est vécue très majoritairement d'une manière active et dans sa propre maison, sans besoin d'une maison qui soit dédiée à la susdite retraite? Aussi, quand nous nous adressons à quelqu'un de très âgé, cette personne peut utiliser un langage qui nous paraît désuet. Pour autant, nous pensons que c'est à nous de faire constamment l'effort de nous rapprocher de son lexique, de son registre langagier, et non l'inverse, sinon nous irons vers une communication en échec. Également, certains mots ne sont plus recevables aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai connu ça vu mon âge, les mots infirme, débile, usités couramment
il y a 50, 60 ans, ont acquis par devers nous une connotation qui nous oblige à surveiller de malencontreuses utilisations qui seraient porteuses de souffrance pour le destinataire. Oui, les mots peuvent faire du mal. Et puis, il y a aussi les mots qui apparaissent par décision qu'on pourrait dire idéologiques, de véritables dérives comme les fameux bed brokers. C'est comme ça qu'on désigne des personnes à qui on n'arrive pas à trouver une place adéquate. Du coup, ils bloquent des lits, ils grippent le système et deviennent, entendez-vous bien, entre guillemets, des fardeaux financiers. Pour une approche comptable du soin, alors que nous voulons promouvoir une approche faite de valeurs humanistes. On voit ici combien les termes peuvent être pernicieux. Ici se substitue à l'hospitalité comme acte profondément humain de solidarité, voire de compassion, une approche purement comptable du lit, comme unité de mesure d'une occupation et surtout de sa traduction financière. Cela nous montre à quel point les mots peuvent façonner les images que nous avons du réel et véhiculer des représentations contradictoires. Regardez, pour nous, soignants, un lit, c'est d'abord une personne que nous devons accompagner le mieux possible. Pour la vision financière, un lit, c'est un coût qu'il s'agit de minimiser. Dans la même veine, pour terminer sur ce registre, on peut faire par exemple référence au test Minizarit, dont la vocation est, je cite, guillemets, évaluer le fardeau, fermez les guillemets, de l'aidant familial dans une relation aidant-aidé. La personne aidée est ramenée ici au fait qu'elle est un poids. S'il nous arrivait, comme ce test l'ose l'écrire, de qualifier un proche de fardeau, non seulement nous stigmatiserions la personne aidée en la réduisant à, entre guillemets, sa charge qu'elle constitue pour l'aidant, mais nous dévaloriserions aussi le rôle de l'aidant en gommant les dimensions affectives d'entraide, de solidarité de cette relation complexe aidant-aidé. On retrouve d'ailleurs ici la notion de charge de l'expression prise en charge. On va prendre en charge telle personne, dit-on trop souvent, trop rapidement. Il serait pourtant facile de remplacer pour dissiper toute ambiguïté et éviter une blessure pour la personne accompagnée. C'est facile de dire prendre en compte, prendre en soin. On peut trouver quelque chose. Aussi, ces quelques exemples, pour conclure, de possibles effets de notre langage amène, selon nous, à devoir choisir nos mots, pour le coup, avec soin. Car ils peuvent déformer nos intentions portées par notre langage et altérer nos relations avec les familles et les résidents. Voilà ce qui doit, selon nous, conduire à inclure le langage dans une réflexion sur nos métiers pour repenser avec un E et repenser avec un A et être davantage hospitalier. Être hospitalier suppose que le lien par le langage le permette. Bien sûr, le sujet ouvre à d'autres réflexions encore, toujours centrées sur l'accueil et l'accompagnement, comme la lisibilité de la rédaction des documents contractuels ou informatifs à destination des résidents ou des patients, ou encore la bienveillance dans la participation dans le dialogue, mais ça a été évoqué précédemment. C'est pourquoi notre commission, en conclusion, je vous en informe, envisage la possibilité d'organiser un colloque avec des spécialistes des sciences humaines pour approfondir cet aspect-là d'une réflexion générale sur le pouvoir du langage en 2026. Ce temps d'échange nous permettrait d'explorer les pièges du langage et préciser leur impact sur la qualité de nos pratiques professionnelles. Mesdames, Messieurs, au nom de la Commission, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de cet avant-goût de votre colloque de 2026. Il y a effectivement, vous avez voilà, donné des pistes. Il y aura probablement beaucoup à dire et je pense que ça sera quelque chose de fort intéressant. D'autant plus que la spécificité, effectivement, de votre commission, c'est
de sortir un peu des murs de l'hôpital, puisque vous vous intéressez aussi aux établissements, au domicile d'une part, et aux établissements médico-sociaux d'autre part. Euh, voilà, résident, accompagnement. Donc, on a une autre vision d'une hospitalité dans le soin qui concerne des lieux de vie pour les personnes les plus âgées. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Oui, à distance, oui. oui, bonjour, je suis Sophie Camélie. Vous Oui, m'entendez bien? oui, oui, on vous entend. Alors, je suis sage-femme à la maternité de l'hôpital d'Aix et j'aimerais juste rebondir par rapport aux mots qu'on emploie. Il y a un livre qui s'appelle La mort et mon métier de Robert Merle qui parle des nazis. Et au lieu de, ils essayaient de rentabiliser les fours et les chambres à gaz. Et au lieu d'utiliser les mots humains, ils utilisaient le mot unité. Et ça me fait vraiment penser au terme les lits. On fait le point des lits? Non, on fait le point du nombre de patients qui n'a pas de lit. Et c'est tout à fait, enfin, c'est vraiment ce qui se passe actuellement à l'hôpital. Voilà, je voulais le signaler pour dire que quand on veut dévitaliser les choses, on emploie d'autres mots comme lit. Et là, dans La mort et mon métier, on parlait des juifs comme des unités. Donc, effectivement, le pouvoir de déshumanisation que certains mots peuvent avoir. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Là, oui, Mélanie. Bon. Oui, rajouter, je pense, c'est très clair. Mais par contre, alors sans faire le grand pas, de considérer que des pratiques de cet âge-là pourraient être appliquées à l'hôpital, Dieu merci, non. Mais par contre, quelque chose de très important qu'a dit cette intervenante, c'est que les choses s'instillent au fur et à mesure. Plus on laisse glisser sur la rigueur du mot à choisir, plus on s'installe dans une autre représentation. Et je dis qu'a priori, quelqu'un qui emploierait cette expression faisons le compte des lits, je ne préjuge pas qu'il soit animé d'une vision très inhumaine. Mais par contre, on peut être piégé par son langage et au fil du temps, dériver finalement et en arriver à considérer que ben, c'est légitime de se poser la question du coût dans l'hospitalité. Exactement. Merci. D'autres réactions ou questions à distance ou dans la salle d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui. Bonjour, moi je rebondis sur les sigles, puisque dans mon métier, on utilise beaucoup de sigles aussi. Et on est tombé une fois dans le piège où on fait une réunion. Je suis à l'éducation nationale, je suis médecin de l'éducation nationale. Et donc, le référent de scolarité, on avait une maman donc, qui était en réunion avec nous pour parler de son enfant qui, normalement, on devait monter un dossier pour l'MDPH. Et donc, il lui expliquait qu'il fallait attendre la notification d'MDPH, etc., avec beaucoup de sigles. Et à la fin de la réunion, j'ai vu son visage, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai suivi à l'extérieur. Je lui ai dit, Madame, vous avez compris tout ce qu'on a dit? Elle m'a dit, rien du tout. J'ai rien compris. Donc, il fallait tout reformuler et lui expliquer qu'est-ce que c'était ces sigles-là, MDPH, le mot notification aussi, elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est que nous-mêmes, on s'oublie des fois à utiliser ces sigles qui sont très simples pour nous, mais pas très faciles ou pas du tout accessibles aux patients ou aux parents. Merci pour ce témoignage. Alors, encore une réaction. Merci. Je voudrais partager peut-être avec vous un travail qui a été fait à l'Université de Strasbourg. Donc un travail en fait où ils ont refondu complètement leur charte graphique. Et donc avec le designer graphique qui les accompagnait, ils se sont rendus compte en fait que tous ces sigles bon, étaient certes incompréhensibles, mais surtout en fait cachaient une réalité extrêmement intéressante et extrêmement riche, et que quand on les dépliait, on avait la lisibilité en fait de la diversité incroyable de sujets, de compétences, de disciplines qui faisaient vraiment la vie et la richesse de l'université. Et donc, dans leur nouvelle charte graphique, ils ont déplié tous les sigles. Il n'y a plus de sigles. Et
et c'est formidable, quoi. C'est vraiment un très beau travail. Donc, c'est pas seulement dans le langage, mais bon, c'est aussi dans la manière dont ça s'inscrit dans les espaces. Signalétique, dans les textes, effectivement. Parfois, c'est bien de prendre la peine de mettre les mots derrière les lettres d'un sigle pour voir, comme tu disais, la richesse de ce qu'il y a derrière. D'autres réactions? Nous, on va continuer notre cheminement. Merci beaucoup à vous et aux membres de votre commission pour ce travail. Alors, nous allons poursuivre avec mode